souvenez sans doute de ce type dont je vous ai parlé, ce pré-retraité qui est au placard dans la presse de gauche, cet ancien du Midi Libre. Eh bien, tout le monde déplore au village qu'il soit vaguement complotiste. Enfin, pas tout le monde, ceux qui ont des choses à cacher. Et ces jours-ci, il a du grain à moudre parce qu'il a pris fait et cause, on peut même dire feu et flamme, pour le mouvement des protestations, de protestation des Gilets jaunes. Alors que chez nous, comme je l'ai dit, on les confond parfois avec les chasseurs qui attendent le sanglier, et même si 80% de la population les approuve et met son gilet sur le tableau de bord, vu la dispersion de l'habitat, les phénomènes de masse, ça, sont quand même très difficiles à organiser à Campagnole. Mais c'est sans compter, et c'est lui, c'est l'ex-Midi Libre qui me l'a fait observer, c'est sans compter sur les smartphones. Il m'a montré à quel point ce petit instrument changeait la donne dans les mouvements sociaux, et c'est vrai, c'est impressionnant. D'abord, la plupart des gens qui battent le pavé au rond-point, là, regardent la télé avec leur téléphone. C'est pourquoi la télé désinforme à tour de bras ces temps-ci. Elle cherche à les égarer en disant le mouvement s'essouffle, etc. Ensuite, ils consultent, ces gens, les applications en temps réel comme Waze pour voir ce que font les autres à Limoges ou à Albi. Ensuite, ils se parlent directement par leur compte Twitter, WhatsApp et tout. Et fatalement, dans ce trafic permanent d'informations, l'obsession de la surveillance par le ministère de l'Intérieur est très perceptible. Les gens s'écrivent de bien veiller à faire passer l'information en message privé quand elle est importante. Et là, notre ami journaliste, là, qui n'est pas un naïf, m'a fait observer une chose très juste, c'est que l'isolement paranoïaque du président est perceptible partout dans cette situation. D'abord, il me dit, il y a une chose qui n'a pas frappé les esprits assez, c'est que la seule fois où il s'est exprimé dans ce mouvement qui est quand même celui des pauvres, qui gagne le SMIC, c'est lui pour s'inquiéter publiquement du sort d'un patron qui gagne 16 millions d'euros par an et qui est en prison au Japon. Ensuite et surtout, on a observé 2-3 trucs qui commencent à apparenter sérieusement le pouvoir français et une autocratie délirante du genre Loukachenko en Biélorussie ou Ilham Aliyev en Azerbaïdjan. Et là, je vais te dire, me dit Gustave, ce type un truc qui va peut-être t'étonner. Il parle comme ça pour l'information, il a un discours de commercial en campagne, il fait monter la pression. Qui va peut-être être étonné, donc, c'est qu'il y a un rapport entre l'affaire Benalla et les Gilets jaunes. Alors bon, j'ai fait mon étonné moi-même parce qu'il m'y invitait, mais je suis vite passé de l'ironie à l'intérêt parce qu'il m'a dit ceci: personne n'a vu un truc quand Benalla a tapé sur les manifestants, là, un truc typique des dictatures, c'est que le président envoie des émissaires personnels dans la foule pour prendre le pouls de l'opinion et au besoin pour faire de l'influence, pour altérer la marche des choses, pour répandre de fausses nouvelles. Bon, là, en plus, le gars s'est mis à cogner, ce qui n'était pas prévu. Ce qu'on voit, c'est que les jours de manif, pareillement, Macron ignore tellement ce qui se passe dans la tête du peuple qu'il envoie des sondes pour essayer de s'informer, de contrôler en même temps, et que ces sondes lui reviennent directement à l'Élysée pour rendre compte verbalement. Mais quel rapport, tu vas me dire, avec les Gilets jaunes? Alors là, il me dit, il y a plusieurs manipulations en cours, mais il y en a une qui commence à intriguer beaucoup de monde. C'est qu'une femme qui a travaillé pour Macron pendant la campagne se retrouve en ce moment, bizarrement, au cœur de la protestation. Elle fait une vidéo qui est vue 1 million de fois et que reprennent tous les journaux. C'est bizarre, alors que tu as des dizaines de protestataires dont la presse ne parle jamais. Là, pof, elle est dans toutes les émissions. Ensuite, tu la vois sur les barricades avec un porte-voix. Puis finalement, tu la vois sur une nouvelle vidéo, il y a 2 jours, qui nous dit qu'il faut que dans toutes les régions, un responsable lui envoie ses coordonnées. Alors là, c'est quand même le truc gros comme une maison. Tu imagines, c'est la méthode Facebook, c'est dites-nous qui vous êtes, dites-nous qui vous connaissez, envoyez votre profil, on s'occupe du reste. Mais quand tu vois qui s'en occupe, quand tu vois ce gros guignol mafieux, là, tu te dis qu'il vaut mieux pas téléphoner ton pédigré complet au ministère de l'Intérieur si tu veux pas te retrouver en garde à vue le lendemain. Du coup, je peux te montrer les messages. Tout le monde dit qu'il faut travailler en crypté, effacer les traces, ne dire que des choses précises, discrètes aux gens qu'on connaît. Et tout ça pourquoi? Parce que le pouvoir a truffé les rangs de ses propres fidèles qui essaient de retourner le mouvement, qui font remonter des signalements, qui poussent à la faute, qui la dénoncent. Je peux même te dire un truc qui circule, c'est que sur leur consigne numéro 1 en ce moment est de dénoncer et de filmer toute collusion entre les gendarmes et les manifestants. C'est de ça qu'ils ont peur. Et ça, crois-moi, c'est le signe qui ne trompe pas. Et là, moi, je veux bien le croire, en effet, et j'imagine que vous aussi, sans doute, en tout cas, le côté taisez-vous, méfiez-vous des oreilles ennemies vous écoutent n'est pas hyper rassurant, comme a d'ailleurs conclu notre ami. Abonnez-vous, merci. Ce qui est rassurant, c'est que nous progressions, nous, sans aucun tapage. Ça s'appelle Campagnole TVL et c'est sur YouTube. Il y a un personnage dont je ne vous ai jamais parlé parce qu'il n'habite pas vraiment chez nous. Il passe une fois par semaine quand il va au marché d'Albi où il vend des objets artisanaux en fer forgé, qu'il forge d'ailleurs lui-même, des gadgets chinois aussi et des choses très peu chères.
Alors celui-là est la quintessence d'une tendance qu'on observe de manière assez diffuse dans nos parages villageois, c'est le survivalisme, la tendance à rechercher l'autarcie dans tous les domaines. Je suis allé chez lui une fois, il s'appelle Isli, il précise tout de suite « je suis berbère », histoire de se démarquer des autres. Il a une fille de 12 ans qui ne vit pas avec lui, et il lit tous les livres qui vous apprennent, vous savez, à résister à l'effondrement économique qui nous guette et dont il regarde les prophètes sur YouTube. D'abord, il habite près d'une rivière, son potager est impressionnant, il a creusé tout un système d'irrigation, ensuite il a placé des panneaux solaires un peu partout, enfin il m'a expliqué qu'il ne cultive que des choses utiles, des plantes qui donnent des protéines comme le soja, le lupin blanc, les lentilles, les pois chiches. Il a ménagé une sorte de four à pain assez bizarre sous sa maison principale qui chauffe la pièce à vivre, à la manière des paysans chinois. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire qu'il a vécu en Chine pendant 5 ans et qu'il parle le mandarin couramment. Ce qui lui permet d'obtenir les meilleures conditions quand il veut récupérer de la marchandise pour son petit négoce, là, généralement à Valence, en Espagne. Nous avons donc parlé de la fragilité des banques. Il m'a dit carrément, moi, je n'en dépends que pour avoir l'air transparent aux yeux du fisc, mais quand tu travailles avec les Chinois, tout est parallèle. Je lui demande ce que ça veut dire et il me répond, ça veut dire que si le Crédit Agricole décrète qu'on peut pas retirer plus de 100 € par semaine, moi j'obtiens 5 000 en 24 heures sans problème, parce qu'il existe des circuits parallèles. Je donne du cash à un type qui me crédite. Quand je vends sur les marchés, ça me sert à acheter des lots à la sortie des containers avec ce crédit, je revends les lots, le cash repart sur mon crédit et ainsi de suite. J'ai quand même fait observer qu'il était quand même bien confiant de me raconter ça parce qu'il pourrait y avoir des contrôles. Il m'a répondu, mais on sait d'où ils viennent les contrôles et on sait ce que ça coûte d'y échapper. Il n'est pas allé plus loin dans la description des mécanismes, mais en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il existe partout en Europe un négoce sauvage qui ne paie pas d'impôts ou très peu, des sociétés innombrables qui font le chiffre d'affaires minimal pour continuer à exister, mais qui prospèrent ailleurs, dans d'autres secteurs parallèles, dans d'autres lieux, et tout ça se marier dans sa tête avec la conviction un peu terrifiante qu'il faudrait survivre à l'effondrement économique en cultivant des légumes au bord d'une rivière, quand nos sociétés seraient livrées au chaos. Et là, il me fait tout un discours sur les ressources énergétiques limitées, l'importance scandaleuse de la dette. Il dit que bientôt la population de base ne pourra plus avoir accès au minimum, c'est-à-dire la nourriture, l'eau, l'énergie, et que la violence prendra le relais. Mais je lui dis justement, comment défendras-tu ton potager si des bandes armées commencent à sillonner le pays? Mais je t'en dis pas plus, m'a-t-il dit, mais j'ai de quoi parer à toute éventualité. Quoi, je lui dis, tu as des armes? Mais oui, bien entendu. Et le pire, c'est que je les commande sur le web et que je prends en livraison à Barcelone. Il m'a dit cette chose amusante, quand tu travailles dans les marchés de village, depuis 30 ans, tu sais où t'approvisionner en toutes choses, tu trouves tout. Le commerce international est devenu cinglé, la France de François Hollande était tellement corrompue que tu peux encore commander n'importe quoi sans rendre compte à personne. Tout le monde te parle du libéralisme en songeant aux petits jeunes qui veut faire une start-up, mais le libéralisme sur le terrain, ça consiste à échapper aux règles. Et c'est déjà valable pour Google et Facebook, alors tu imagines pour les sociétés qui déplacent des containers, personne ne connaît le contenu des containers, les endroits où ils déchargent sont gardés par des milices privées qui connaissent pas les États. Dans le tableau, j'allais oublier le fait qu'il ne cultivait, lui, que des choses bio, il était obsédé par les pesticides, les agents chimiques, ce qui fait que non seulement il pensait devoir résister au chaos, mais il voulait se garder de la peste. Alors je pourrais conclure en disant voilà un bien singulier caractère et vous faire partager une vague perplexité à son sujet, mais il se trouve qu'il y a une conclusion. C'est qu'un jour je demande au patron du bar ce que devient ce type que j'avais pas vu depuis 3 mois. Il me dit bon il est mort d'un cancer foudroyant. D'où je vous invite à déduire que le survivalisme ne se conçoit que dans certaines limites qu'il convient de garder présentes à l'esprit. Pour vous convaincre que l'autarcie et les légumes bio c'est bien mais que rien ne vaudra jamais la philosophie, abonnez-vous, merci. Il y a une série d'observations très précises que j'ai faites en banlieue parisienne dans les supermarchés du coin, mais dont j'avais oublié de vous parler. Quand un article du Parisien me l'a rappelé récemment, c'est à propos de la vente d'alcool. Et quand je dis la vente, justement, non, c'est plutôt à propos des vols de bouteilles d'alcool. D'abord, je réponds d'une phrase à la question « Mais qu'est-ce que vous faites en banlieue parisienne alors que vous êtes villageois ?» Eh bien, 15 jours par mois, je le répète, je m'occupe d'un vieux monsieur dont je fais les courses et j'ai pu comparer, donc au fil des mois, la politique commerciale relative à l'alcool qui consiste principalement dans les zones dites sensibles à se garder des voleurs de 16 ans. L'article du Parisien vous expliquait qu'ils arrivent carrément à plusieurs sans dissimuler leur visage pour embarquer des paniers entiers de bouteilles de whisky et de vodka et que pendant qu'ils opèrent, ils regardent la caméra carrément.
Alors pourquoi si peu de précautions? Parce qu'ils intimident le personnel, mais surtout parce qu'ils relèvent du juge pour enfants, qui les libère le lendemain et que le lendemain, ils reviennent piquer pour 1 000 € d'alcool en faisant un doigt d'honneur à la caméra. Donc il existe visiblement une incohérence dans le système, devinez laquelle, et là, si vous interrogez les gens au comptoir de Campagnol, ils vous répondent, ceux qu'il faudrait d'abord mettre en prison, avec ces adolescents d'ailleurs, ce sont ceux qui les libèrent à tour de bras après des récidives permanentes, et qui préfèrent laisser infliger les intimidations, les doigts d'honneur, les je te crève, je sais où t'habites, à la population générale, plutôt que de coffrer les auteurs sous régime sévère, quel que soit leur âge. Donc, en vertu du principe, on ne punit pas les coupables, on préfère restreindre les libertés de la population générale. Je vous livre une observation précise qui en dit long sur ce que les journaux pour bourgeois socialistes appellent une dérive. Dans les 9/10 des supermarchés et supérettes qui m'entourent, si vous voulez acheter une bouteille de pastis ou de vin blanc, vous n'avez aucune difficulté. Mais s'il s'agit de vodka ou de whisky, ce sont des alcools remisés dans une vitrine fermée à clé. Et vous n'osez pas demander une bouteille parce que souvent la caissière qui est toute seule, ou elles sont deux, il faut se lever, chercher la clé, faire attendre les gens. Donc, comme client, vous encourez une réprobation immédiate parmi les gens qui attendent à la caisse avec vous. Surtout que parmi elles, certaines femmes, dont on ne voit pas les cheveux, ont l'air de dire, on a l'impression que ça vous amuse de retarder les gens, surtout pour acheter de l'alcool. Vous devriez avoir honte. Mais je le répète, le plus extravagant dans tout ça est que seuls les 2 ou 3 alcools convoités par les jeunes de 16 ans pour être revendus en cité sont sous clé. Tous les autres sont dehors. Il y aurait presque de quoi se remettre au pastis. Dans certains supermarchés qui viennent d'être réaménagés, on a mis carrément les caisses en ligne comme des guichets d'embarquement à l'aéroport et l'alcool occupe le mur du fond, toujours sous vitrine. Nous avons là un cas de réorganisation complète des étalages pour tenir compte des habitudes antisociales de 0,5% de la population, le reste des gens devant subir sans broncher parce que, selon l'article du Parisien, mais on peut le vérifier tous les jours sur place, les directions des petits supermarchés, les moins équipés en surveillance et télésurveillance, hésitent à porter plainte pour ne pas avoir d'ennuis. Oui, parce que dans cette partie de la France, ce sont les victimes qui peuvent avoir des ennuis. Donc, pour résumer, dans une grande partie de la couronne parisienne, le problème désormais n'est pas la délinquance de proximité. Non, le grand souci, c'est de se protéger contre les représailles si vous avez porté plainte. Et si un juge de 30 ans, qui lit Libé naturellement, vient de laisser sortir ceux qui vous ont dit à la caisse « je te retrouverai ». Alors il existe une exception vertueuse, enfin vertueuse à première vue. Quand il s'agit d'acheter une bouteille de whisky au milieu d'autres choses, je vais toujours faire mes courses dans une certaine chaîne de supermarchés ultra discount qui existe sur tout le territoire, parce que là, le rayon alcool réunit tous les alcools au même endroit, sans vitrine, sans précaution particulière. Et un jour que j'étais le seul client, j'ai demandé à la vendeuse, qui est une petite Serbe, pourquoi eux, ils ne protégeaient pas leur whisky. Elle m'a dit, il y a 2 explications, une officielle et l'autre. Elle m'a demandé laquelle je préférais, j'ai pas de préférence, mais j'aimerais les 2, je lui ai dit. Eh bien, officiellement, si on ne ferme pas les bouteilles, là, c'est parce que c'est trop long d'aller les chercher avec une clé, surtout quand on est seul à la caisse. Et quelle est la version non officielle ? Vous voulez dire la vérité, m'a-t-elle dit. Eh bien, c'est qu'on n'a pas de vol d'alcool, parce que ça dépend de la clientèle, mais la nôtre, dans sa très grande majorité, ne vole ni alcool ni charcuterie. Ça serait plutôt les pots de Nutella et la semoule. Et la jeune Serbe m'a désigné à la machine à carte bleue et elle m'a tendu le ticket avec un sourire plein d'amitié. Ce n'est pas la première fois qu'elle m'invitait comme ça à la connivence culturelle. Quand est arrivée une cliente derrière moi qui portait une robe marron foncé très longue et très large, j'ai salué la demoiselle avec un sourire d'espion. Eh bien, si ce sourire ressemble au vôtre, abonnez-vous, merci, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube. Nous avons un personnage au village qui fait l'unanimité, enfin au moins 2 ou 3 personnes, et on ne sera pas surpris de trouver parmi ces personnes notre fameux abonné au monde, celui qui sait tout mieux que les autres, celui qui aime la psychanalyse, celui qui a toujours l'air d'appliquer, est-ce que vous dites, une grille de lecture qu'il a lu quelque part, donc dans Le Monde d'abord, mais aussi dans le JDD, dans tous les journaux qui reçoivent de l'argent du gouvernement, pour nous dire ce que nous devons penser. Mais d'abord, je vous fais en 3 mots le portrait de cet homme du village qui l'irrite au plus haut point et qui, moi, m'émeut terriblement parce que c'est un homme bon. La bonté, c'est quelque chose qui est très mal vu depuis 1968. En gros, ça veut dire que vous avez de la peine pour quelqu'un et que vous avez envie de l'aider. Et les 68ards appellent ça du paternalisme. Pour eux, c'est mal d'avoir pitié de quelqu'un. Du coup, on vous dit que c'est mal aussi d'inspirer la pitié. C'est parce que c'est pas digne. Alors je vous pose quand même le problème, si personne ne veut inspirer la pitié, et si c'est mal de l'éprouver, c'est donc un sentiment qui va disparaître, comme un mammifère austral. On n'a plus pitié de personne, on va vivre donc bientôt dans un monde sans pitié. Pour en revenir à Léon, Léon c'est son prénom, la bonté, la faculté d'avoir pitié,
n'est pas la seule qualité de ce type, même si c'est la première. Il est veuf, il a 2 filles, dont une s'est suicidée. Il est très aimable, compréhensif, généreux, attentif à tout le monde, sans jamais montrer de sollicitude pesante. Il a un visage en lame de couteau, il a 70 ans environ, il est très grand, presque toujours en bleu de travail, en salopette, avec une chemise grise et une casquette. Et quand il porte une veste, c'est parce qu'il va à l'hôpital de la ville voisine avec sa Fiat Punto. Ah, un détail, il a des mains de sculpture classique. C'est difficile à expliquer. On voit qu'elles, d'abord parce qu'elles sont plus grandes que la moyenne, comme ses oreilles d'ailleurs et son nez. En fait, on dirait une sorte de bourgeois de Calais, ceux de Rodin, de Rodin. Il a toujours un visage assez grave, malgré le sourire. Donc, que fait-il à l'hôpital tous les 15 jours? Suit-il un traitement de longue durée? Non. Il vient imposer ses grandes mains là sur le ventre ou dans le dos de quelqu'un qui a subi des rayons et qui souffre de brûlures. Et il est payé pour ça au forfait par l'hôpital. J'aurais bien aimé lire le bulletin de salaire pour voir la nature de la prestation, car il est probable que l'hôpital n'écrit pas intervention de rebouteux auprès du service d'oncologie. Pour parler comme un campagnol, il arrête le feu. Et c'est pas le seul de ses talents, il y a pire, il voit les morts. Alors là, évidemment, l'abonné au Monde, ça le rend fou, d'autant plus que sa femme, une nommée Janine, a été au centre d'une scène extrêmement spectaculaire. Un jour, Léon était en train de faire son jardin, de fermer son jardin comme tous les soirs, passe cette fameuse Janine, dont le portail est voisin, qui est très pet sec, socialiste, un peu donneuse de leçons, mais avec une connotation un peu féminine, c'est-à-dire très science sociale. Elle trouve donc Léon intéressant parce qu'il cristallise, dit-elle, un ensemble de croyances traditionnelles du monde villageois qui restent très structurantes et qu'on retrouve dans certaines peuplades du Bénin et dans tous les milieux animistes en général. Bon, vous avez compris que Janine, comme on dit au bar, ne se prend pas pour une merde. Pourtant, malgré sa licence de psycho, elle mériterait elle-même une bonne analyse. Toujours est-il que ce matin-là, elle s'arrête sur le petit pont, croise Léon qui ferme son portail et l'appelle pratiquement mon brave. Comment le savez-vous, me dira-t-on? Eh bien, j'étais là, mais j'étais caché parce que je réparais quelque chose dans la cabane de mon propre jardin, la porte ouverte donnant sur la Seine, et que la Janine me tournait le dos. Votre père, a dit Léon, votre père est là au-dessus de vous, et il fait un rond avec ses mains comme ça. Qu'est-ce que vous racontez? Mon père est mort il y a 10 ans. Et je le sais bien, dit Léon, j'étais à l'enterrement. Mais c'est un geste qui a un sens pour vous. Je ne sais pas lequel. Arrêtez vos méthodes, dit-elle. Elles sont hyper connues. Vous avez entendu raconter ça par mon frère ou mon mari. Vous me resservez ça comme un charlatan. Désolé, ça ne marche pas sur moi. D'ailleurs, je trouve ça dégueulasse d'abuser les gens comme ça. Et là, Léon a ajouté simplement ces mots. Moulin en papier. Votre père dit qu'il regrette pour le moulin en papier. Alors là, d'après le ton, parce que là, j'ai pas vu le visage de cette femme, Léon avait touché juste, visiblement, personne d'autre qu'elle ne savait ce que signifiait cette histoire de moulin en papier. Elle était au bord des larmes, elle a dit « laissez-moi tranquille, je vous ai rien demandé ». Alors c'est peut-être pour ça que son mari, le lecteur du Monde, là, ne pouvait pas blairer Léon, mais une chose est certaine, il y avait pour lui, dans cette histoire de moulin en papier, une preuve détestable que Léon voyait bel et bien quelque chose que les autres ne voyaient pas et ne savaient pas. Ah, moi, je ne sais pas si Léon voit vraiment les morts ou s'il lit seulement dans les pensées des gens, mais comme l'abonné au Monde ne veut pas qu'on lise dans les siennes, il fait toujours un détour invraisemblable désormais pour ne plus le croiser. Ah, un détail que je vous livre parce que j'en ai été le premier frappé, Léon dit toujours que quand un mort se manifeste autour de quelqu'un, c'est parce qu'il se reproche quelque chose et qu'il veut se faire pardonner. Il veut adoucir le sort de ceux qu'il a fait souffrir. Mais je vous reparlerai de Léon très vite, demain peut-être, parce qu'il avait toute une vision du monde qu'il ne cherchait pas vraiment à faire partager. C'est moi qui la lui ai arrachée. Vous verrez que c'est assez original. Donc à demain, et abonnez-vous entre-temps. Merci. Hier, je vous ai parlé de Léon, le médium, celui qui arrête le feu avec son visage en lame de couteau et ses grandes mains. Et c'est comme toujours dans la vie des villages, il y a certains personnages que vous voyez 3 jours de suite et puis vous les voyez plus pendant 2 ou 3 mois. Et là, tout est venu de ce que par hasard, comme je savais qu'il avait le don de voir les morts, enfin c'est ce qu'on prétend, ce qu'il prétend, je lui ai raconté certaines choses que l'on peut observer chez les personnes très âgées, surtout si elles prennent des médicaments du genre benzodiazépine, des somnifères, des antidépresseurs. Et je lui ai dit qu'un vieux monsieur, chez qui j'habitais en ce moment à Paris, traversait parfois tout l'appartement pour venir s'asseoir sur le canapé de ma chambre en me disant « Oh, je viens ici parce qu'ils me cassent les oreilles avec leurs cantiques ». Qui ça, il? Eh bien, le jour où j'ai posé la question, c'est assez récent, il n'a pas répondu directement, mais il m'a dit « Oui, normalement, ce sont des voix d'hommes, un peu comme du grégorien, mais là, il y a des enfants, je trouve ça fatigant ». Alors, je vous plante le décor quand même, comme je l'ai fait pour Léon. C'est un grand appartement moderne qui donne sur un parc dans la banlieue. Il y a donc pas une église à moins d'1 kilomètre, aucune association, aucun conservatoire de musique. Mais pour lui, la chorale était juste là, derrière le mur.
J'ajoute toujours en me confiant à Léon, au village, qu'il arrive de plus en plus fréquemment à ce monsieur de me dire, de téléphoner pour savoir si c'est lui qui est de garde à 8 heures ou son associé, mais la clinique où il travaillait a disparu depuis 20 ans, 30 ans, et l'associé est mort. Et c'est là que Léon me dit, toujours avec son petit air modeste, là, mais plein de certitude et presque d'ironie, c'est difficile à admettre, mais le passé, le présent, l'avenir sont déjà réunis quelque part et nous ne les voyons pas. Alors je lui demande s'il va m'annoncer que les morts voient tout et qu'il pourrait donc leur demander de prédire l'avenir, mais il m'a répondu par une sorte de théorie générale. Alors normalement, d'un type qui vous raconte comment il imagine la vie, la mort, l'organisation de tout ça, vous vous dites c'est un philosophe un peu allumé, mais là c'est différent, il arrête quand même les brûlures. Au village, nous avons des cas ahurissants, l'hôpital du coin l'emploie en douce pour soulager les patients. Il dit donc qu'il voit les morts, il donne des détails que normalement eux seuls peuvent connaître. Et en plus, mon chien le repère dans la foule des jours de fête. Mon chien, en plus, est aveugle. Et la joie de cet animal, quand il voit Léon, est un véritable mystère. Ça relève du paranormal. Et donc, quand c'est un type comme ça, vous dit comment, à son avis, tourne la machine céleste et comment elle est organisée, vous l'écoutez, même si c'est avec un peu d'ironie. Alors il me dit, c'est comme si nous portions tous un chapeau à bord large, sans pouvoir lever la tête. Nous ne voyons pas ceux qui sont au-dessus du chapeau. Le paysage comporte des montagnes, mais on ne voit pas les sommets. Et moi, la seule chose que je fais, c'est que parfois, j'invite les morts à redescendre sous le bord de mon chapeau, donc je les vois. Mais quand ils remontent sur leur montagne, je ne les vois plus du tout. Alors je lui demande, et de leur montagne, eux, ils nous voient dans le présent, donc dans le passé, dans l'avenir. Il se met à rire et il me répond, mais il n'y a pas qu'une seule montagne, il y en a plein, de toutes les hauteurs. Et comme les morts, eux aussi, portent un chapeau sans pouvoir lever la tête, ils ne voient que ce qui est en dessous d'eux, c'est-à-dire nous et pas le reste. Alors vous avez compris le principe, plus vous êtes haut, plus vous voyez d'autres montagnes en dessous, et puis il y a deux choses sous votre chapeau, plus vous voyez ce qui s'est passé, ce qui se passera dans l'histoire. Les morts que je vois, me dit-il, moi ce sont des gens qui sont proches du bord de mon chapeau, mais il y en a qui ne descendront jamais jusqu'à moi, ils sont trop hauts, et ceux-là voient tout en même temps. Alors je lui demande quoi tout, il me dit, mais pour nous le temps passe, mais quand on est sur la dernière montagne, la plus haute, il est déjà passé, et tout l'avenir est déjà arrivé. Quand on est sur la plus haute montagne, l'histoire du monde paraît toute petite, et surtout elle est accomplie, c'est un paysage. Alors, je ne sais pas comment vous dire, me dit-il. Nous sommes en train de vivre une histoire déjà écrite et les vieilles personnes, celles qui vont mourir, ont déjà plus ou moins changé de montagne. Elles voient ceux qui sont en dessous, elles voient leur passé au présent, elles voient leurs amis défunts. Alors là, je lui demande, mais pourquoi vous allez à la messe? Parce que cette vision des choses paraît quand même assez peu apostolique et romaine. Il me répond, bah, c'est le seul endroit où j'ai rendez-vous avec ma mère qui était très catholique et qui a peur que je lui pardonne pas certaines choses. Elle est toujours à côté de moi dans l'église. C'est le seul endroit où j'ai l'impression de pouvoir réparer l'âme de ma mère. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je lui rappelle que sa vision des choses ferait bondir plus d'un catholique. Et là, il me répond une chose qui m'a fait de la peine. Il me dit, c'est peut-être parmi les catholiques que j'ai rencontré les gens les plus raides. Ils disent que quand je guéris le feu, il y a rien de surnaturel, que c'est de la psychologie, de l'illusionnisme, et la plupart des évêques, même à Lourdes, disent qu'il ne faut pas confondre christianisme et pensée magique. Mais désolé, on n'a pas lu les évangiles avec les mêmes lunettes. Dans les évangiles, tout est magique. Il y a des buissons ardents, des gens qui retrouvent la vue, qui marchent alors qu'ils étaient paralysés, qui sortent du tombeau, qui marchent sur les eaux, et il a conclu, ça fait rien, je leur en veux pas. Ben nous non plus, Léon, on t'en veut pas. À bientôt, merci. Ça s'appelle Campagnol TVL, et on peut s'abonner sur YouTube.